Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler des arts du Tao. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet pour commencer nos vidéos? C'est que, en fait, d'abord, d'une part, le taoïsme est pas. On en connaît bien le nom en Occident, mais on a du mal un peu à le définir, à en faire le tour de manière assez cohérente. On verra pourquoi, parce que c'est en effet une spiritualité qui a une forme de complexité intrinsèque, on pourrait dire. Et puis, pour essayer de clarifier ça, déjà pour voir quels sont les instruments que cette grande spiritualité a à sa disposition, et d'autre part, à quel moment, disons, fonctionnel, on a besoin d'utiliser justement quel instrument. L'idée générale aujourd'hui, c'est de faire un tout petit peu le tour de l'ensemble de ces instruments pour que vous puissiez peut-être un peu mieux vous repérer dans ce grand paysage taoïste. Donc, ça c'est le pratiquant, hein, c'est nous, c'est vous, c'est la personne qui est en chemin, et puis au fond, il faut se remettre dans nos propres besoins. Le taoïsme cherche à nous faire nous déployer comme une fleur en fait qui s'ouvre, à essayer de nous faire atteindre le plus possible l'ensemble, ou développer l'ensemble de nos potentiels, c'est-à-dire les réaliser, les rendre visibles, en faire bénéficier notre entourage, faire en sorte que nous aussi on soit heureux de pouvoir exprimer ces différentes choses, même si on a des pressentiments souvent de ce qu'on pourrait être, de ce qu'on pourrait devenir, de ce qu'on pourrait créer. C'est pas si simple d'y arriver complètement aussi, de manière aussi ouverte qu'on le voudrait. On rencontre un certain nombre d'obstacles, il y a des espèces d'obstructions parfois, peut-être des timidités, etc. Et donc, c'est important d'avoir une boîte à outils qui soit relativement bien développée pour nous aider et qui réponde aussi bien au stade auquel on se trouve. Et donc, vous voyez que, par exemple, là, on va évoquer un certain nombre de ces arts taoïstes. Euh, on va peut-être commencer par exemple, la médecine chinoise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la médecine chinoise dans les arts taoïstes? Justement parce qu'en fait, la plupart des canons de médecine chinoise enfin des grands classiques de médecine chinoise font partie du canon taoïste. Donc on peut considérer qu'en tout cas la médecine chinoise classique fait vraiment partie du cursus, d'une forme de cursus taoïste. Mais vous voyez, quand on évoque la médecine chinoise, on évoque d'abord quelqu'un fonctionnellement justement qui est fatigué, qui a peut-être plus assez d'énergie et qui se retrouve dans une forme de passivité, puisque c'est le thérapeute qui va lui amener quelque chose, qui va l'écouter. On est en général sur une table, on bouge pas beaucoup, etc. On reçoit de l'acupuncture, on reçoit de la pharmacopée. Ça veut dire que ça s'adresse à quelqu'un qui a, pour le moment, qui est peut-être dans un état d'épuisement majeur et pour lequel peut-être les autres instruments qu'on a à notre disposition ne sont pas encore adéquats à ce moment-là. Donc, on va parler ici de ce qu'on appelle d'abord dans les arts, pour qu'on comprenne un petit peu comment ils sont organisés, de ce qu'on appelle poser les fondations. Alors, poser les fondations, ça parle souvent on appelle ça le Tantien inférieur, donc globalement du bas-ventre et de la vitalité. Et donc, c'est typiquement une étape où l'idée générale, c'est de restaurer sa vitalité, c'est non seulement de la restaurer, mais de la purifier aussi. Parce qu'il faut imaginer qu'avec le temps, on a perdu un peu l'essence de l'enfance, hein, toute cette énergie des enfants. Si vous regardez les enfants en 3-4 ans, quand vous devez en surveiller un pendant une journée, vous êtes plus crevé qu'après une semaine entière de travail, hein, souvent. Et donc, on voit bien la vitalité qu'on a dans l'enfance et qu'on perd souvent avec le temps, en avançant en âge, en avançant aussi dans nos différentes activités. Et donc, l'idée, c'est non seulement de restaurer la vitalité, mais aussi d'en changer la qualité, c'est-à-dire, on appelle ça techniquement enlever le trouble en fait de l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement augmenter la quantité, mais la qualité doit être allégée si on veut purifier, clarifier, pour que quand on va commencer à faire bouger cette énergie, eh bien, on se retrouve à faire circuler une eau pure et claire plutôt qu'une eau trouble, au fond. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'eau, il faut aussi avoir une eau qui soit d'une qualité suffisante, notamment pour faire un certain nombre de nettoyages internes. Par exemple, si on veut aller nettoyer les organes ou en prendre soin, c'est mieux d'aller les nettoyer avec une eau claire et une eau pure qu'avec une eau trouble. Donc c'est quelque chose de très important au début. Et cette étape de poser les fondations restaure la vitalité, euh, quelque part nous pacifie parce qu'elle va aussi passer par une première étape où on calme le cœur d'une manière générale,
où on retrouve l'unité, comme on dit. Alors, c'est plus facile de le dire que de le réaliser en réalité, mais comme c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, petit à petit, c'est des choses qui peuvent s'instaurer gentiment. Et puis, l'idée aussi, c'est d'harmoniser. Harmoniser quoi? Oui, notre énergie, mais surtout harmoniser déjà nos différentes dimensions. Être en accord entre la vitalité et nos désirs et nos pensées, etc. Donc, une sorte d'harmonisation, d'alignement des différents plans qu'on contient et des différents personnages qu'on contient aussi. Euh, et donc voilà, tout début médecine chinoise, si vraiment on est dans un truc très passif, mais très vite, si on a restauré un peu de vitalité, on va pouvoir avoir accès au Qigong par exemple, et donc on obtient, si on veut, des instruments d'autonomisation. Qigong travail du Qi, alors c'est un terme moderne, mais anciennement on l'appelait euh, Yang Sheng, c'est-à-dire nourrir la vitalité. Et donc, vous voyez que c'est exactement la suite du processus, c'est qu'une fois que on a remis un peu de fuel au travers de la médecine chinoise, bah, la suite c'est que de ne pas être tout le temps dépendant du thérapeute, mais de pouvoir soi-même continuer à restaurer sa vitalité, à la clarifier, etc. Et dans ce cas-là, bah, évidemment, le Qigong est très bon, on pourrait dire au niveau corporel, globalement. Je caricature, hein, on est bien d'accord, mais disons que pour ce genre de petit exposé, si je veux être trop nuancé, ça va nous prendre 14 heures et puis à la fin, il risque d'y avoir plus de flou que de clarté. Donc je caricature un peu. Les spécialistes parmi vous qui nous regardent, vous nuancez par vous-même. Et puis pour ceux qui connaissent moins bien, au moins ça vous donnera une idée un tout petit peu claire au début. Donc le Qigong va pacifier ou disons aider à garder la vitalité au niveau corporel. La méditation va plutôt aider à garder la pacification au niveau du cœur et de l'esprit bien entendu, mais comme le cœur dans la pensée taoïste est lié à l'esprit aussi, quand on dit je pacifie mon cœur, en fait c'est all inclusive, hein, c'est une sorte de duopaque qui fait en sorte que de toute manière ça inclut aussi une sorte de pacification des idées. Voilà, donc ça nous donne déjà médecine chinoise, Qigong ou Yang Sheng, mais entendez là-dedans tous les arts corporels aussi, hein. Ça peut être le Tai Chi Chuan, ça peut être le Bagua, ça peut être différentes choses qui utilisent en fait les mêmes principes intrinsèques, par exemple les 8 trigrammes, et il y a différents arts corporels qui utilisent la même chose. Donc regardez ça comme art corporel, un petit peu art de l'esprit ici aussi, au travers de la méditation. Alors, la suite après poser les fondations, une fois disons qu'on est un peu persuadé qu'on est vivant, on va dire comme ça, qu'on a restauré notre vitalité, la question d'après c'est d'essayer de se connaître un peu mieux pour éviter de reperdre cette vitalité. Parce que si on ne se connaît pas, si on manque de conscience, si on manque de discernement, eh bien, évidemment on va se retrouver souvent dans des schémas répétitifs où on perd beaucoup d'énergie. Et si on n'a pas de discernement, on n'a pas de discernement sur nos relations, sur la qualité du travail qu'on fait peut-être. On choisit mal nos activités, on choisit mal les gens avec qui on est, on fait beaucoup de mauvais choix en gros. Et donc, évidemment, la suite, c'est un petit peu de mieux connaître son paysage intérieur, mieux connaître les paysages, les différents personnages qui nous habitent aussi, hein. Vous avez peut-être déjà eu l'idée de partir en voyage. Par exemple, vous vous dites, oh, mardi, je pars en voyage. Vous achetez votre billet de train, et puis, vous faites ça bien sûr le dimanche, et le mardi matin avant de partir, vous vous dites, mais pourquoi j'ai pris ce billet? En fait, j'ai pas du tout envie de partir. Et pourtant, on est censé être la même personne. Alors, entre deux, ce qui se passe, c'est qu'il y a différentes dynamiques en nous qui rentrent un peu en concurrence. Et c'est très important de connaître ces choses-là, pas de les juger, mais de savoir qu'on a un personnage qui est créatif, on a un personnage qui est un peu un saboteur, par exemple, on a un personnage qui va être défaitiste, un autre qui est optimiste. Et puis voilà, l'ensemble de ces personnages fait que des fois, il y en a tellement que, comme ils tirent tous dans des directions différentes, bah, la résultante finale, c'est qu'on ne bouge pas. Alors l'idée, c'est d'apprendre justement à mieux se connaître et donc d'avoir de la clarté, de l'insight, de voir aussi c'est quoi quels sont nos potentiels. Vous voyez, il y a des potentiels dans la vie qu'on trouve très vite, et puis d'autres, ils sont beaucoup plus cachés. Et ça, on verra que l'art principal pour bien connaître ce paysage intérieur dans les arts taoïstes, c'est ce qu'on appelle le Bazi.
Bazi, ça veut dire les 8 caractères, si on le traduit littéralement. Et c'est une sorte d'astrologie chinoise, mais qui est très utilisée aussi par les taoïstes. En fait, c'est le flash énergétique qu'on a reçu à la naissance. Et ce flash va déterminer en partie un certain nombre de potentialités qu'on a. Alors certaines sont en surface, donc on les trouve vite, mais d'autres sont plus cachées et d'autres sont encore plus cachées. Et dans ce cas-là, l'analyse du bad-up nous permet de sentir un tout petit peu quelles peuvent être nos qualités, vers où on peut aller pour se déployer, parce que souvent on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit développer, mais on manque un peu de clarté justement. Et là, le bad-up va justement beaucoup nous aider. Alors, ça va nous donner une certaine connaissance de nous-mêmes, ça va nous dire aussi où on peut prendre les ressources, soit internes, soit externes, pour développer ces potentiels. Et puis, enfin, un des grands avantages du bad-up, c'est que ça entraîne une assez grosse déculpabilisation. Il y a beaucoup de nos contemporains qui souffrent malheureusement de ce sentiment un peu chronique, qui vient évidemment de notre éducation, de notre environnement culturel. Mais ça déculpabilise parce qu'on voit aussi que chacun a une nature extrêmement différente. Et si vous êtes un feu yang, par exemple, en Badze, bah, c'est normal que vous allez vous exprimer complètement différemment qu'une eau yin, par exemple. Vous aurez un rapport aux autres différent. Et puis peut-être un sera beaucoup plus tonique, l'autre beaucoup plus discret, mais ça veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Et en fait, le Badze nous permet de arrêter de nous comparer. Et donc, en arrêtant de nous comparer, souvent, ça nous déculpabilise, ou alors ça nous fait regarder cette espèce de bateau énergétique qu'on est, qui lui-même se balade dans une temporalité énergétique. Ça nous fait regarder notre passé sous un autre angle, parce que ça nous permet de nous rendre compte que si par exemple on est très feu, nous, et puis qu'on a vécu pendant une année entière sous un régime d'eau, ben, ça va pas être la meilleure année, de notre vie, parce que l'eau éteint le feu. Donc en fait, c'est peut-être une année où on va manquer d'idées, où on va manquer d'allant, on va avoir des aspects un tout petit peu dépressifs. Alors souvent les gens s'autoflagellent avec ça. Pourquoi Mais en fait, on oublie qu'on est inséré dans une systémique, dans un cosmos, dans un univers. Donc ça nous remet en lien avec disons la systémique en général, notre environnement au sens large, et ça nous permet justement de nous déculpabiliser. Alors, l'art qui suit, il y a quelque chose qu'on peut se demander, c'est comment notre environnement, au sens large, nous soutient. Et l'environnement, dans les 3 ou 4 premières dimensions du réel, c'est-à-dire vraiment l'ameublement, d'abord, enfin, on appelle ça le feng shui, donc c'est vent et eau, hein, traduit littéralement, donc c'est en gros la science de l'environnement, et l'énergétique, et comment l'énergétique de cet environnement vient nous impacter. Vous avez sûrement déjà vu que quand vous rentrez dans certains lieux, quand vous allez dans certains endroits, ou quand votre lit est tourné d'une certaine manière, des fois on se sent moins bien, sans trop savoir pourquoi. Alors même que peut-être 5 ou 10 minutes avant, en fait on allait très bien. Et alors ça, c'est typiquement un impact du feng shui. Nous, on a aussi une science chez nous qui s'appelle la géobiologie. C'est un peu l'équivalent chinois de ça, qui vient impacter évidemment le pratiquant. Et c'est très important quand même de créer un environnement autour de soi qui soit globalement soutenant pour nous par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie, par rapport à nos projets. Donc le feng shui nous permet de comprendre et d'utiliser notre environnement, et puis pas seulement de le comprendre, mais parce que je dis souvent, on n'est pas des arbres en fait, hein. Si on avait été prévu pour ne rien faire dans la vie puis dire oui à tout, on nous aurait pas donné de jambes, de l'énergie, un côté yang pour pouvoir agir. Et en fait, le but du feng shui, c'est pas seulement justement de comprendre l'énergétique, ça c'est une chose, cette énergétique autour de nous, mais c'est de pouvoir changer cette énergétique pour améliorer l'impact qu'elle a sur nous. Parfois ça peut aller jusqu'à un déménagement, par exemple, changer d'environnement, Et en fait, le feng shui, c'est pas seulement les objets, mais ça peut être les relations, hein, aussi. Vivre avec quelqu'un qui est complètement déprimé en permanence, si vous avez déjà fait l'expérience, c'est un gouffre énergétique. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais il va falloir développer, si on fait ce choix-là, il va falloir développer des moyens habiles pour quand même ne pas se faire aspirer par ce gouffre énergétique en permanence et garder une certaine énergie. Donc le feng shui a ce but de
finalement changer les circonstances autour de nous et puis de devenir acteur de notre vie, capitaine de son âme, on pourrait dire, en réagençant un certain nombre de choses. Ça peut être justement des objets, des choses, ça peut être un environnement, un macro-environnement. Dans ce cas-là, on se déplace carrément de région ou de pays. Ou alors, ça peut être simplement, entre autres, relationnel, ou remettre de l'ordre dans une généalogie, dans une psychogénéalogie, etc. Donc, il faut voir cette science de l'environnement au sens quand même assez large, d'accord? Ensuite, de la même manière, on peut observer, là on l'a mis comme ça, observer le paysage extérieur. Euh, mais pourquoi? Parce que il y a des fois où, avec la meilleure volonté du monde, avec une analyse complète des différents éléments à notre disposition, on n'arrive pas à prendre une décision éclairée. Par exemple, nous, à un moment donné, on devait choisir entre deux architectes à, à Mingshan, et sur le papier, ils étaient vraiment impossibles c'était impossible de faire un choix vraiment éclairé, parce que on avait demandé des avis externes, on avait regardé un petit peu le parcours, et dans ce cas-là, ben, quand on est bloqué, et ça arrive que notre rationalité soit vraiment bloquée, ou qu'on n'ait pas l'intuition à ce moment-là de ce qui est bon pour nous, ou alors on a des intuitions mais on en doute, enfin peu importe. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un instrument qui nous permet d'aller un petit peu sonder les autres dimensions, un peu comme si on saute au-dessus d'un mur, et on va, pendant un tout petit moment, on a accès à une réalité un tout petit peu plus vaste en fait. Alors le I Ching, c'est ça qu'il fait. En gros, il interroge le réel dans des dimensions un tout petit peu supérieures. Nous, on parle de cinquième et sixième, voire septième dimension. Et ça nous permet d'avoir, disons, d'incarner cet adage qu'un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Mais quand on dit averti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme ou une femme qui ont plus d'informations qu'ils n'en avaient avant. Et donc quand on en a plus d'informations, en général, on a une vision plus large de la réalité dans laquelle on est, qui va inclure plus d'éléments et on arrive à prendre une meilleure décision. En l'occurrence, pour l'histoire avec Ming Shan, on avait interrogé le I Ching finalement, et ça a été complètement spectaculaire. On a eu deux réponses opposées. On a suivi celle que le I Ching nous avait proposée, ou qui semblait la plus favorable pour nous. Et vraiment, vous savez à quel point c'est difficile, hein, des fois, la construction, le monde de la construction, surtout pour un truc aussi atypique que Ming Shan. Et en fait, ça a collé du début à la fin, vraiment, ce que le I Ching avait dit d'un coup, comme ça. Donc il y a des moments où, quand on n'est pas sûr, le I Ching est absolument fantastique, justement, pour sonder l'invisible et puis nous aider à prendre une décision avec du recul et puis une vision qui est beaucoup plus systémique. Maintenant, juste une chose, on n'utilise pas le I Ching pour savoir quelles courses on va aller faire chez Leclerc ou à la Migros. C'est un instrument qu'on utilise à certains moments dans sa vie quand on a une décision, je dirais, significative à prendre. Dans ce cas-là, ça vaut vraiment la peine de l'interroger, mais autrement, une spiritualité bien conduite fait en sorte qu'on est relativement autonome, voire très autonome, et on va dire que la plupart du temps, on prend nos décisions de manière entièrement libre. Ensuite, on peut savoir, par exemple, quoi faire, mais on peut ne pas savoir quand le faire. Et vous savez que le taoïsme est vraiment une chronospiritualité. C'est probablement une des spiritualités qui tient le plus compte des rythmes de la nature autour de nous, parce qu'elle a une vision très naturaliste des choses. Elle se base beaucoup sur l'observation des astres et des choses de ce type-là, du passage des saisons, du passage journalier. Elle calcule les heures dans la journée par période de 2 heures, etc. Et donc, quand on met tout ça ensemble, ça donne une séance du juste timing qui est incroyablement efficace. Et pour prendre un exemple, si vous avez des bonnes semences, vous avez par exemple de carottes, ou j'en sais rien, ou de tomates par exemple, vous avez la bonne terre, vous avez quelqu'un qui vous a appris comment ça se plante vraiment, vous savez comment en prendre soin, mais que vous plantez ça en début de l'hiver, eh ben, vous avez beau avoir toute l'expertise du monde, vous aurez zéro tomate à la fin. Donc, des fois, c'est vraiment une intelligence de savoir quand ne pas agir, par exemple, et puis maîtriser une forme d'impulsivité. Des fois, on veut bien faire les choses, puis on va trop vite.
Et donc, et de l'autre côté, savoir quand agir, quand il faut agir, c'est maintenant stop à la tergiversation. Et maintenant, il faut y aller, c'est go en fait. Et ben, c'est aussi très important dans une vie parce que on peut pas tout le temps rester en état réflexif, à se dire, en se disant ouais, ça va bien finir par se décanter, puis ça ira mieux plus tard. Donc, dans des cas comme ça, on peut tester un certain nombre d'hypothèses et on utilise un art qu'on appelle le Chimentunja. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est vraiment l'art qui va nous dire, ok, là tu peux y aller ou tu ne peux pas y aller maintenant. Et puis, si tu y vas, voilà aussi les circonstances dans lesquelles il vaut mieux y aller. Ça va nous donner une directivité, ça va nous donner une sorte de paysage externe en nous disant, bah voilà, cherche par exemple tes ressources plutôt dans l'aspect relationnel, plutôt dans l'aspect de ton réseau, plutôt dans l'aspect assertif qu'elle tient, ou mille autres exemples en fait possibles. Voilà. Donc, si on résume, c'est l'art d'être au bon endroit au bon moment et activer ses ressources. Vous voyez, pas comme ce bonhomme là qui dit la prochaine chanson, c'est pour les gens qui ne sont jamais au bon endroit au bon moment. Et puis évidemment, il est juste en dehors du projecteur. Voilà, donc ça c'est pour le Chiman, qui est l'art de se positionner et l'art de la planification. Voilà, et puis évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça, tout ça c'est de la stratégie et ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais en fait, pas du tout. Parce que la spiritualité, c'est aussi savoir créer les circonstances pour être tranquille. Or, si vous êtes tout le temps en train d'avoir des problèmes, vous voyez, de vitalité, si vous avez des problèmes, et quand on parle de, par exemple de poser les fondations, c'est aussi comment vous gagnez votre argent. Est-ce que vous êtes tout le temps en souci pour votre argent parce que vous n'en avez pas assez, ou est-ce que au contraire vous êtes omnubilé par ça parce que vous en avez trop, puis vous jouez à la bourse, puis finalement ça occupe le 90% de vos journées. Une relation apaisée à l'argent et à sa vitalité, c'est quand on peut faire les choses tranquillement, ce qu'on a envie de faire, sans y penser, et c'est pas ça la chose principale autour de quoi notre vie tourne en général. Donc, ces instruments dont je viens de vous parler, c'est des arts de gestion de bonne vie en fait. Et si on gère bien sa vie, on va être beaucoup plus tranquille, on aura le cœur calme et on sera vraiment dans des situations, dans une position qui nous permet justement d'être suffisamment solidement ancré dans le sol, d'avoir des racines qui vont ensuite nous permettre vraiment de nous élever. Nous élever vers où? Ben, dans le taoïsme, on parle de 9 dimensions, la neuvième étant le Tao, mais il y a toutes ces dimensions intermédiaires, et ça, c'est ce qu'on a appelé unir et s'unir. Ça, c'est l'art de... alors, la tradition appelle ça le Xuan Xue, c'est-à-dire l'étude du mystère. Et donc, c'est tout l'art un peu, l'aspect un peu ésotérique, qui est malheureusement hum, pas assez souvent arrivé jusqu'en Occident. C'est comme si ça s'est un peu perdu dans le voyage entre l'Orient et l'Occident. Et donc, ça va nous permettre d'abord de faire des nettoyages subtils d'anciennes influences, de travailler sur nos généalogies, si on veut, notre psychogénéalogie, nos fantômes, comme on dit dans la tradition. Ça va nous donner des instruments de protection, parce que quand on ouvre son système énergétique, ben, quelque part, on ouvre aussi son système de défense énergétique. Donc, il faut faire attention à pas enlever toute défense sans avoir des instruments de protection en même temps. En général, ça va nous permettre de déployer, d'aller vers la lumière d'une manière générale. Avant d'aller vers le vide complet ou l'ouverture totale, souvent les états de conscience passent par ce qu'on appelle une phase lumineuse. Et le Shen Tzu permet de développer ça avec beaucoup d'efficacité parce qu'elle a aussi posé des instruments de nettoyage et de protection avant. Pourquoi on fait un nettoyage subtil? Parce que si on veut monter dans ces plans du réel, on a besoin d'être léger. C'est pour le dire très simplement. En fait, on dit qu'on a besoin d'être très yang d'un point de vue du taoïsme. Si on est trop yin, il y a trop de lourdeur, c'est des choses qui nous ramènent dans la matérialité d'une manière générale. Donc l'idée de faire ce nettoyage subtil, d'enlever le trouble et de développer la lumière, c'est une manière de monter nos fréquences énergétiques, ou en tout cas de les accorder avec la fréquence du ciel, puisqu'à un moment donné, on veut pouvoir discuter avec les déités d'une certaine manière, puis ensuite, in fine, s'unir au Tao. Mais attention, sans court-circuiter notre nature intime.
Et en fait, on n'a pas à choisir entre l'un et l'autre dans le taoïsme. On va retourner vers le Tao en se réappropriant la plénitude de ce qu'on est. Dans ce sens-là, c'est une spiritualité qui est très intéressante. Elle ne va pas vous demander de renoncer à qui vous êtes. Au contraire, elle va utiliser votre plein déploiement pour arriver à une forme d'universalité qui sera le Tao. Et donc, ça va augmenter notre lien subtil au réel avec, vous voyez, on a mis un R majuscule. Donc, le réel, c'est, vous voyez, là, on voit une toute petite partie de la réalité. Mes yeux ne voient pas les UV, je ne vois pas les infrarouges. Euh, je, je sens une température entre, j'en sais rien, moins 20 et 60 degrés ou 100 degrés, mais au-delà de ça, ça n'a aucun sens pour notre système biologique de nous aider à décoder les informations. De toute façon, ce n'est pas compatible avec la vie. Et donc, en fait, la portion du réel qu'on voit, elle est minuscule par rapport au réel tout court. Et même entre animaux biologiques, si on veut, la réalité d'une vache, d'un chat, d'un ver de terre ou d'un lion, c'est complètement différent. Il y en a qui voient la nuit, les autres ne voient pas la nuit. Il y en a, et donc, si vous avez déjà vu ces images de reconstitution de ce que voit une mouche, par exemple, avec ces espèces de boules à facettes, là, en fait, bah, forcément, ils ont une vision du réel qui est complètement différente de la nôtre. Alors, une des grandes lignées du taoïsme s'appelle le Chuanzhen. Ça veut dire l'école de la réalité complète. Alors, ils annoncent directement le programme. C'est l'école qui permet d'enlever le plus de filtres qui nous permet de voir le réel le plus complet possible. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil, par exemple, dans le bouddhisme. Et donc, le Shanxue va nous permettre de améliorer ce lien subtil au réel, de nous rassembler, de nous aligner et finalement de réconcilier complètement le microcosme et le macrocosme. Si nous, en tant que microcosme, on arrive à se réaligner totalement au cosmos, à l'univers, à l'universalité, ben, en fait, on l'incarne ici complètement. Donc, on, on est dans un flux de vie qui est sans cesse renouvelé, au fond, et en même temps, on devient universel dans le sens où on fait, disons, on réalise sur Terre le projet que Dieu, que le Tao, ou que le réel complet a toujours voulu pour nous. Et donc ça, c'est le but finalement de toutes les spiritualités. Voilà, donc pour résumer ce que je viens de vous dire, il faut retenir que le taoïsme est une grande spiritualité au même titre que toutes les autres grandes spiritualités. Elle a un versant extrêmement pratique et surtout une boîte à outils qui est incroyablement développée. On n'utilise pas tout en même temps, mais il faut savoir utiliser. Si on rencontre une vis, on prend un tournevis, puis si on rencontre un clou, on prend un marteau. Mais entre deux, on redépose nos instruments dans la boîte à outils. Et donc, on pourrait résumer l'ensemble de. Enfin, si vous voulez, le taoïsme est la voie complète qui nous mène, qui nous permet de nous déployer. Et il utilise une méthode que sont les arts taoïstes, donc à ne pas confondre si on veut. Et puis, ce qu'on pourrait dire de ces arts, en général, c'est que c'est des outils pour bien gérer son projet spirituel, puisque finalement, la spiritualité, c'est aussi une forme de gestion de projet. Vous voyez, le moindre voyage que vous allez faire, la moindre carrière que vous voulez faire, même pour aider un enfant à se déployer, vous allez quand même avoir un certain nombre d'objectifs. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un certain nombre, une forme d'intelligence, un certain nombre d'objectifs, une demande d'efficacité dans son déploiement spirituel? C'est pas du tout antinomique avec la spiritualité. Et dans ce sens-là, les Chinois sont, disons, la pensée chinoise est une pensée très pragmatique aussi, hein, donc c'est logique qu'ils aient développé autant d'instruments. Mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est des outils pour bien gérer son projet spirituel, des outils qui vont passer, on va dire comme ça, un tiers par le corps. Donc aujourd'hui, ça répond, c'est quand même intelligent parce que on est dans une société très sédentaire et on en souffre, hein, puisque beaucoup de dépenses de la santé sont liées à un excès de sédentarité. Un tiers de la pratique va être centré autour du cœur et des émotions, et un tiers de la pratique va être centré autour de l'esprit d'une manière générale ou de la conscience. Et quand on arrive à peu près à respecter cet équilibre, on peut dire qu'on a une pratique équilibrée dont chaque partie se met au service de l'autre et donc ça augmente l'efficacité globale, ce qui est probablement la meilleure manière d'avancer en spiritualité. Voilà, donc
pour résumer, ce que sont les Artavis, j'espère que ce petit tour d'horizon vous permet d'y voir un tout petit peu plus clair. Si ce que je vous ai dit là, c'est ce que j'ai partagé, vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer aussi les notifications qui vont s'afficher sur l'écran. Et puis, si vous voulez un peu plus loin, ou voir ce qu'on fait, disons, de manière justement plus concrète, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.mingshan.ch. C'est là que vous trouvez en fait l'ensemble des choses qu'on met en place et qui sont mises à jour en permanence. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine.